Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, c'est avec émotion qu'on vous reçoit, évidemment. Ce n'est pas la première fois. Peut-être la dernière en tant que PDG, encore une fois, de Valeo. Vous avez passé la main. C'était prévu, il n'y a pas de surprise. C'est prévu depuis 1 an et demi déjà. Mais on y est, c'est dans quelques jours. Cette passation de pouvoir chez Valeo. Vous allez devenir le président du conseil d'administration après quasiment 13 ans, c'est ça ? Presque 13 ans, oui. 13 ans à la tête d'un groupe que vous avez profondément, encore une fois, transformé. On va en parler. C'est une page qui se tourne. Pardon, on est plus dans l'humain, là, mais voilà, il y a une page qui se tourne, il y a un petit passement au cœur, même si c'est largement intégré, puisque, encore une fois, c'est prévu depuis un moment, mais là, on y est, quoi. On y est, et puis c'est la vie, c'est les choses qui évoluent. Ça fait 13 ans, comme vous le dites, j'ai l'âge pour ça. Et mon successeur, Christophe Périllat, dont la carrière a été faite depuis que je suis arrivé chez Valeo et qui sera élu formellement mercredi prochain, est un type absolument formidable. Donc je suis absolument sûr et je suis ravi, Valeo va être en de bonnes mains. Bon, aujourd'hui c'est le 10e équipementier mondial, Valeo. Alors, je ne sais pas comment vous comptez, si on compte en chiffre d'affaires, on doit être le 7 ou le 8e, ouais. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut regarder dans les métiers dans lesquels on est. On est le numéro 1 mondial dans l'électrification, c'est des décisions qu'on a prises il y a beaucoup d'années. Ouais. On est le numéro 1 mondial dans ce qu'on appelle l'ADAS, c'est la sécurité active, tous les capteurs qu'il y a autour de la voiture. On est le numéro 1 mondial dans la partie éclairage. On est le numéro 1 mondial dans la partie essuyage. Donc en fait, dans tous les métiers dans lesquels on est le meilleur dans le monde, le plus gros, mais aussi le meilleur, je pense. Et c'est ça qui fait notre force, plus que la taille elle-même. Ouais. Quand vous avez pris les rênes de Valeo en 2009, le groupe n'avait ni cette dimension, ni ce positionnement stratégique, quelque part que vous venez d'évoquer indirectement. C'est votre œuvre, l'électrification, l'aide à la conduite, enfin, tout ce qu'on a dit là, voilà, c'est vous, c'est ça votre patte. Alors, il y a probablement plusieurs choses. La première chose, en 2009, on était dans une situation extrêmement difficile. On a fait le choix de sortir de cette situation, en pleine crise, la crise financière de 2009, non pas en réduisant les coûts, en coupant des activités, mais en relançant l'activité par la recherche, par l'investissement, et par le positionnement. Donc c'est assez unique comme situation, et on y est arrivé. Et vous vous en souvenez peut-être, en 2009, l'un des axes directeurs de Valeo, c'était la réduction des émissions de CO2. Déjà en 2009. Et on a pris un certain nombre de décisions. On a décidé de sortir du diesel, et on a décidé de rentrer dans ce qu'on appelle le mild hybrid, c'est l'assistance électrique au moteur, pour remplacer le diesel par de l'hybride. Donc un temps d'avance sur des grands choix stratégiques qui se révèlent gagnants aujourd'hui. Alors c'était du talent, de l'anticipation, de la chance. Pourquoi de la chance ? Il y a de la vision, pourquoi de la chance ? Il y a de la vision, puis on ne savait pas que quelques années après, il y aurait le fameux Dieselgate, le fait que le diesel soit banni, honni, etc. Oui. Donc c'est un peu de chance. Mais c'est vrai qu'on avait fait une analyse stratégique et de se dire, le diesel, il y a trop d'ondes négatives sur le diesel, un peu partout dans le monde. Et il vaut mieux investir dans quelque chose qui est une alternative au diesel. On l'a présenté pour la première fois au Salon automobile de Paris en 2010. On n'a pas eu un succès d'estime, donc il a fallu beaucoup travailler, beaucoup convaincre pour y arriver. Puis après, l'investissement, le co-investissement avec Siemens dans le haute tension. On va en parler. Aujourd'hui, c'est 110 000 salariés, c'est ça ? C'est 110 000 salariés. À l'époque, c'était 45 000. Oui, donc, voilà. Donc, on pourrait voir ça sur le chiffre d'affaires aussi, le nombre d'ingénieurs, de salariés, de croissance du chiffre d'affaires, c'est quoi ? x2, x3 ? Multiplié par 2,5. C'est ça. Les BDA par plus, j'imagine. Oui, bien sûr. Parce que c'est bien géré, évidemment. Donc voilà, puis aussi le poids de l'Asie. Enfin, voilà, pardon, je donne quelques chiffres clés, mais le poids de l'Asie qui est quasiment doublé aussi. C'est multiplié par 4. Par 4. Oui, absolument. Voilà. Il pourra faire aussi bien, Christophe Périllat, quand on voit justement, enfin quand on a fait x2, x3, x4 en 13 ans, est-ce que cette décennie à venir pour lui pourrait être moins spectaculaire que vous, ce que vous avez entrepris ? On ne le souhaite pas évidemment, on souhaite qu'il fasse mieux, mais c'est difficile. Mais il fera mieux, il fera autrement. Le marché automobile est dans une transformation extraordinaire. Qui aurait imaginé, il y a 10 ans, quand je suis arrivé à la tête de Valeo, ou il y a 13 ans, que nos clients diraient qu'ils vont sortir du moteur à combustion pour aller vers l'électrique ? Qui aurait dit à l'époque que des voitures pourraient être totalement autonomes ? Qui aurait dit à l'époque que les voitures seraient totalement connectées ? Donc il y a des transformations majeures. On est beaucoup plus fort aujourd'hui, beaucoup plus solide, beaucoup mieux positionné qu'on l'était il y a 10 ans. Le marché va
continuer ces transformations majeures. Et comme on est bien positionné, comme il a beaucoup de talent et que nos équipes sont absolument formidables, bien sûr qu'il va faire aussi bien et qu'il va faire mieux. J'espère qu'il va faire mieux. La stratégie, on l'a compris, votre stratégie, qui sûrement est toujours d'actualité, c'est ce gros effort en matière d'innovation, de recherche et développement. C'est 20 000 ingénieurs aujourd'hui. Valeo, c'était 6 000 en 2009. C'est ça aussi. Et peut-être aussi, c'est ce qui pèse, on en parlera plus tard, sur le cours de bourse aussi, ce pari d'avoir mis le paquet sur l'investissement et avant que ça se transforme en produit, en succès. C'est un pari qui est gagnant sur le long terme. Je pense que dans notre métier, il faut être à la pointe du progrès. Sinon, on se fait laminer par nos clients sur les prix. Donc, il faut être à la pointe. Il faut avoir le courage d'investir. On a beaucoup investi dans les années 2016, 17, 18, 19, donc pendant 4 ans. On l'avait dit au marché financier. Ce qui explique d'ailleurs quand on regarde la courbe, les années difficiles en matière de. Oui, et puis après, le marché s'est un peu retourné. Donc, non, les années les plus brillantes en termes de bourse, jusqu'à 2017. Jusqu'à 2017. Et un cours à 70 €. Voilà, et pas tout à fait, mais presque. Mais après, on a beaucoup investi, on a développé ces plateformes technologiques qui sont en place, qui nous permettent maintenant de réduire nos dépenses d'investissement et de recherche. Mais le marché s'est un petit peu retourné. Il y a eu le retournement en Europe en 2018 et en Chine. Il y a eu le Covid en 2020. L'année 2021, c'était plutôt les pénuries de semi-conducteurs. Mais je n'ai aucun regret. Je pense que globalement, ni le conseil d'administration, ni l'entreprise ne doivent avoir de regrets. Il y a des moments où il faut faire des choix stratégiques et investir pour le futur. Le pire aurait été de rester sur place. On a fait ces choix, on les assume. On a toujours été capable de générer le cash qui nous permette de payer nos investissements, de payer notre R&D, de payer nos dividendes. Donc on a la base pour continuer de croître. Ouais, après, il y a ce pari de l'électrification que vous avez pris il y a bien longtemps. Là, je pense à votre joint venture avec Siemens, qui est en passe d'être gagné quand on voit, effectivement, j'ai vu que la Volkswagen ID4 est équipée d'un onduleur de la joint venture. C'est le cerveau électronique, c'est ça qui guide, qui commande le moteur électrique. Hein. La Mercedes EQS aussi. Certains vont dire que c'était tardif à se concrétiser, mais voilà, le succès est là désormais pour cette joint venture avec 2 voitures sur 3. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est une prévision, seront équipées de votre technologie. Hein. Absolument, mais c'est vrai que ça a été plus difficile, plus cher qu'on avait imaginé, mais on a la base technologique, et cette base technologique, beaucoup nous l'envient. Maintenant, il faut qu'on transforme ce succès technologique en succès financier, commercial et financier. Ça va prendre du temps, mais je suis absolument convaincu que cette base va donner à Valeo les moyens de continuer de croître. Et 2 véhicules sur 3 équipés, encore une fois, de cette technologie, de cette joint venture Siemens-Valeo, c'est pour quand, ça ? Alors, c'est sur l'ensemble des produits Valeo dans l'électrique. Donc, à la fois la partie basse tension, haute tension, donc la JV, et tout le thermique de Valeo. Donc, c'est pour aujourd'hui. Tous ces produits qui se lancent sont avec nos technologies à un endroit ou un autre des véhicules électriques. Je voyais il y a quelques jours Luca Di Meo, qui est venu nous voir ici, le directeur général de Renault, qui se fixe, pour le coup, qui a avancé ses objectifs, qui dit maintenant, c'est plus 90% qu'on va vendre en Europe de voitures électriques, en 2030, c'est 100%. Ça confirme l'accélération, ce qu'on voit avec d'autres constructeurs, et donc ça valide votre stratégie chaque jour après jour. Absolument, c'est qu'on fait des points à notre conseil d'administration tous les 6 mois, et il y a une accélération extraordinaire. Le monde automobile sera décarboné, et donc sera électrique. C'est un fait. Alors, certains constructeurs donnent des horizons, ça a été le cas pour Renault récemment, mais ça a été le cas sur beaucoup de constructeurs. Oui. Les États-Unis, l'Europe et la Chine seront totalement décarbonés, probablement électriques, dans les 10 à 15 ans qui viennent. Ouais. Avec un temps d'avance peut-être aussi pour l'Europe, cet objectif européen, on le rappelle, de supprimer la production, la vente en tout cas de voitures thermiques en 2035. C'est un choc quand même pour la filière. C'est un choc pour les constructeurs, pour certains sous-traitants, pas pour Valeo. Quelque part, c'est une chance, c'est une opportunité. Alors on a anticipé, comme vous le disiez tout à l'heure, et on est préparé à le faire. Il y aura aussi des conséquences, mais je pense que il y a effectivement le monde automobile sera électrique et l'Europe sera l'un des pionniers avec la Chine, très vraisemblablement. Il y a quand même, quand on réfléchit à l'horizon 2030-2035... Est-ce que ça ne va pas trop vite? C'est ça ma question. Si c'est quelque part une chance pour Valeo, est-ce que cette accélération de la Commission européenne, encore une fois, ne va pas trop vite par rapport à la réalité, encore une fois, Quand vous regardez des transferts de technologie, comme le téléphone portable vers le smartphone, ou l'appareil photo de l'argentique vers le numérique, il y a un moment où le marché bascule.
Il y a un moment où le marché bascule parce que plus personne n'achète l'ancienne technologie. Et on y est là, on y est. On va y être bientôt. Quand on fait les courbes, c'est assez intéressant. Quand on fait les courbes, on voit qu'on est dans la courbe d'accélération qui superpose ces courbes de très grande transformation. Donc le marché va basculer. Est-ce qu'il basculera en 2030, 2035 ? C'est pas ça l'important. Il faut s'y préparer. Mais cela étant, à ce moment-là, il y aura dans le monde aux alentours d'1,5 milliard de voitures qui auront des moteurs à combustion. Donc il y a un jour, s'occuper des voitures neuves qui seront électriques, ce sera très important, mais il faudra aussi s'occuper du parc de voitures existants. Ben là, il y a tout à inventer. Ce qui est assez intéressant du reste... Quand on garde une voiture pendant quoi, 12 ans 13, 14, 15 ans, et ça a plutôt tendance à s'allonger. Ouais. Et ce qui est très intéressant, le monde politique, donc le régulateur, s'occupe davantage des voitures neuves et très peu de ce stock. Et il ne faut pas imaginer qu'on va remplacer toutes ces voitures du jour au lendemain. D'abord parce qu'il n'y a pas de capacité de production, et puis ce n'est pas possible. Et donc il y a un moment où le centre de la réflexion sera davantage sur le stock, comment réduire les émissions, l'impact carbone de ce stock de voitures qui roule dans le monde entier. Et les pistes de solution, c'est quoi ? C'est difficile. Il y a le bioéthanol, en est une. Mais ça coûte cher, le bioéthanol. Ça coûte cher. Donc il y a quand même un sujet de réflexion qui va venir, je suis persuadé, dans les années qui viennent, qui est un sujet de réflexion chez nous. C'est comment, on n'a pas la solution, évidemment. Si on l'avait, ce serait bien. Mais je pense que beaucoup vont s'occuper comment réduire l'impact carbone de tout ce stock de voitures qui sont en circulation. Est-ce que l'Europe a tort de vouloir décarboner trop vite son économie ? Je pense qu'on n'a jamais tort. Le sujet, on ne peut pas dire d'un côté, au niveau global... C'est Carlos Tavares, quand même, patron de Stellantis, qui dit que ce passage au 100% électrique, c'est un risque social. Et il y a cette étude de PwC qui montre que la suppression des voitures thermiques, pour l'Europe, c'est 500 000 suppressions d'emplois qui seront compensées pour moitié par la création, justement, de jobs dans la filière électrique. On se dit que le compte n'y est pas et qu'il y a un risque social. Il a raison, mais patron de d'un autre côté, il est probablement celui qui investit le plus vite. Là où il a raison, c'est que c'est une compétition. Il y a une vraie compétition. D'abord, il y a un combat contre le temps. On ne peut pas dire d'un côté que le risque climatique est là, que le réchauffement climatique est là, et ne rien faire. L'automobile joue sa survie dans le changement et dans l'impact carbone de l'ensemble de l'activité. Donc il faut aller le plus vite possible. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'optimum va être le 100% électrique, ou est-ce qu'il y a un moment, il faudra aussi s'occuper, moi j'en suis absolument convaincu, aussi s'occuper de l'ensemble du parc automobile qui existe, qu'il faudra décarboner. Donc il y a beaucoup de réflexions qui doivent avoir, mais en tout cas pour une entreprise et pour un secteur d'activité, il n'y a pas le choix. Il faut absolument avancer. Il faudra voir ce qu'on fait des voitures hybrides aussi. Je n'ai pas bien compris, pour l'instant elles sont exclues du... Alors c'est le débat sur 2035. Il y a une position de la France qui est de dire gardons une chance pour les véhicules hybrides rechargeables, qui sont le compromis entre électrique en ville et thermique. Beaucoup d'études qui montrent qu'en fait c'est beaucoup plus polluant que ce qu'on imagine. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir. Alors ça c'est la position de la France et d'autres sont plus fermes. Il faut et vous, votre position, c'est votre intérêt en termes aussi de business, c'est de dire mieux vaut qu'il y ait la coexistence entre les deux. L'intérêt de Valeo, c'est neutre entre les deux. Je pense que ce qu'il faut, c'est trouver la bonne solution pour décarboner l'industrie automobile. Ce qui est en train de se passer dans l'industrie automobile, c'est vraiment pour de vrai. Ce n'est pas du greenwashing comme disent un certain nombre d'ONG. Non, il y a quelque chose qui se passe. L'ensemble de l'industrie investit massivement. C'est une très bonne chose. Après, il faudra trouver le bon équilibre. Alors, comme toujours, ce sera un bon équilibre à la fois économique, social, vous disiez tout à l'heure, mais aussi politique. Aujourd'hui, on est probablement allé dans un extrême. C'est zéro moteur à combustion. Il y a peut-être un équilibre un peu plus astucieux à trouver. Ouais. Sur le prix, parce que c'est un facteur important qui peut rebuter certains. Aujourd'hui, il y a encore des écarts de prix, même avec les subventions et les aides d'État. Certains patrons de constructeurs m'ont dit 2024-2025, avant qu'on ait une espèce d'égalité entre le prix d'une voiture thermique et le prix d'une voiture électrique. On y est pour bientôt ? Oui, alors il y a deux sujets qui sont peut-être complémentaires. L'un des sujets les plus importants pour nous tous, c'est l'inflation. Les matières premières ont considérablement augmenté, donc on est rentré, après 15 ans de déflation, on est rentré probablement dans une période un peu longue d'inflation. Donc il faut, une entreprise comme la nôtre n'a pas d'autre choix que passer à ses clients, c'est ce qu'on est en train de faire, l'ensemble des hausses qu'on a. 100% d'ailleurs, 100%. Il faut, c'est l'objectif, il faut y arriver, et puis nos clients passeront aussi des hausses à leurs propres clients. Donc on est à la fois dans un monde inflationniste et dans un monde où, pendant un certain nombre d'années, passer vers l'électrique va provoquer une hausse de coûts. Donc on a ce double phénomène, mais beaucoup de nos clients constructeurs voient effectivement, alors
tout le monde aura à subir l'inflation, mais voit effectivement une égalité du coût. Alors quand? Dans ce que vous disiez tout à l'heure, 2024-2025, c'est quelque chose qui est tout à fait crédible. Bon. Sur les plus gros constructeurs aujourd'hui dans l'électrique, on les connaît, c'est les Tesla, les Volkswagen, les Stellantis. C'est tous vos clients? Tous. Bon voilà, je m'en doutais, mais je voulais en être sûr. Sur les constructeurs chinois, un petit mot quand même, parce que on les voit sortir certains de nulle part avec une avance, ils avancent vraiment à vitesse grand V. Ils vont pouvoir bientôt rivaliser avec les grands constructeurs occidentaux? Alors, probablement une des choses que j'ai apportées à Valeo quand je suis arrivé, je connaissais bien la Chine depuis assez longtemps, c'est qu'il y avait une focalisation sur nos clients traditionnels, les Japonais ou les Coréens ou les Européens ou les Américains implantés en Chine. Donc les fameuses JV entre nos clients traditionnels et leurs partenaires. Or, le marché chinois, c'est la moitié, ce sont des constructeurs chinois, des gens comme Geely, ceux qui ont repris Volvo, des gens comme Great Wall, des gens comme BYD, etc. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires en Chine correspond exactement à la part de marché des Chinois par rapport aux JV. Donc on a rééquilibré, on est 45% avec les constructeurs chinois et 55% avec Mais sur les ces constructeurs chinois qui n'ont pas réussi avec la voiture thermique à s'imposer dans le reste du monde, il faut dire ce qui est. Très peu ont réussi à s'imposer. Est-ce que quelque part, les cartes ne sont pas rebattues avec l'électrique? Les cartes étaient déjà en train de se rebattre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu le phénomène des Japonais dans les années 60, des Coréens dans les années 90, et maintenant on va voir les Chinois qui vont arriver, que ce soit avec le moteur thermique ou le moteur électrique. Et c'est vrai que le moteur électrique, il commence à être au niveau. Ils commencent à être au niveau, oui, ils font des progrès gigantesques. Sur les temps, il ne faut pas mettre à la poubelle tous nos clients traditionnels qui dans cette bagarre, je pense que les Chinois vont prendre leur place. Mais les constructeurs européens, japonais, américains ou coréens sont extrêmement forts. Donc ce sera un combat qui sera intéressant à observer. Mais nous, en tant qu'équipementier... Vous équipez tout le monde. il faut absolument qu'on ait... Il faut d'abord que l'Asie représente maintenant 32-33% de nos chiffres d'affaires. C'est 55% des marchés mondiaux. Il faut qu'on continue de croître en Asie. Et les clients chinois, on a la conviction absolue qu'un certain nombre d'entre eux deviendront des grands constructeurs mondiaux. Et il faut qu'on soit leur fournisseur privilégié. Un petit mot, Jacques Aschenbroich, des pénuries de semi-conducteurs qui plombent, on le sait bien, toute la filière depuis maintenant plusieurs mois. Et à partir de quand ça a commencé à aller mieux? Parce que pour le coup, est-ce que les constructeurs sont toujours en phase de réduction des cadences de production? On en est où aujourd'hui? Alors d'abord, il y a une grande fierté qu'on a, c'est qu'on n'a jamais arrêté un seul client l'année dernière pendant toute cette pénurie. Nos équipes ont fait un boulot absolument remarquable. Et quand il y a pénurie, comment vous avez fait pour... Parce qu'on a réussi à trouver des alternatives, on a anticipé, on a vu les choses relativement tôt. Là aussi, on a commencé à travailler avec nos clients dès le début de l'année dernière. Donc, et c'est une grande fierté de l'ensemble des équipes. On a le sentiment que les choses sont en train de s'améliorer étape par étape. On est quand même dans une situation extrêmement tendue. Donc, dès qu'il y a un petit problème de production chez un des fournisseurs, ça peut avoir une conséquence importante sur le marché. Mais on a le sentiment que progressivement, les choses sont en train de s'améliorer, mais restent tendues. Bon, un petit mot, on est sur Boursorama de l'action, encore une fois. Alors, c'est arrivé, j'ai retrouvé des cours en 2012, c'était 12 euros. C'était à combien en 2009 quand vous arrivez? Alors, quand je suis arrivé, la capitalisation boursière, c'était 800 millions. Elle est montée à 15 milliards, elle aurait descendu à 6 milliards et quelques, 6-7 milliards. Quand on regarde le graphe, en tout cas sur 10 ans, voilà, on voit l'accélération, formidable accélération. Vous étiez au plus haut en 2017, c'est ça, et puis après cette deuxième phase. L'ensemble du parcours boursier sur l'ensemble de votre mandature, ça vous satisfait ou pas, même si c'est contrasté? Non, bien sûr que non. C'est-à-dire que c'est toujours un peu frustrant quand on travaille énormément et qu'on se positionne, que ce ne soit pas encore reconnu complètement par les marchés financiers. Ils ont un temps de retard sur... ils ne sont pas aussi visionnaires que vous? Alors d'abord, le rôle d'un patron, c'est d'être réaliste et optimiste. Si on n'est pas optimiste, on n'avance pas. Mais d'être réaliste et de trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme. On me reproche peut-être d'avoir plutôt privilégié le long terme. Avec l'investissement? Avec les investissements R&D. C'est ça qui vous pénalise, encore une fois, sur le parcours boursier? Oui, je pense que ça nous pénalise à la fois les pertes de la JV qu'on a avec Siemens et l'ensemble des investissements qu'on a fait qui pénalisent. Trop investi, beaucoup investi, a pénalisé le parcours boursier? Oui, bien sûr, il faut. Mais d'un autre côté, c'est ce qui nous prépare pour l'avenir. Donc, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Je suis absolument convaincu que ça va être reconnu par le marché financier dans les années qui viennent. Et donc, Et puis, ce qui est important, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'on a toujours été capable de financer notre propre destin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait appel au marché financier, on n'a jamais eu de risque de liquidité, de trésorerie, même dans la crise de 2020. Nos partenaires financiers nous ont accompagnés. Et quand on regarde les projections, on sera toujours capable
de financer notre futur, à la fois nos investissements, nos frais de R&D et nos dividendes. Donc c'est extrêmement important. Donc depuis 4 ans, en tout cas, la bourse est un peu la dure avec Valeo. Voilà. Après avoir du lait. Hein, après avoir du lait, mais vous savez, la Roche-Tapayenne n'est pas très loin du Capitole. Donc c'est des choses qu'il faut intégrer. Et être patron, c'est être capable de gérer les contradictions. Donc, bon, la présidence du conseil d'administration, ce sera jusqu'en mai 2023. Là, je termine mon mandat comme président du conseil et puis après... Bon, mais d'ici là, on se reverra. On parlera plus de Valeo. C'est au directeur général de parler au nom de Valeo, donc c'est Christophe Périllat qui parlera au nom de Valeo à partir de mercredi prochain, mais il y a d'autres sujets que je pourrais évoquer avec vous. En tout cas, on aura fait ensemble cet entretien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.